Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Franck Roubanovitch. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur du CLE, Comité de liaison des entreprises consommatrices d'énergie, créé en 2006, c'est ça? Ça fait 20 ans. C'est quoi le CLE? Le CLE, c'est une association qui regroupe des grandes entreprises qui ont comme caractéristique commune de consommer de l'énergie, en général beaucoup d'énergie, puisque ce sont des grandes entreprises. Au démarrage, on avait beaucoup d'entreprises du secteur tertiaire, des entreprises comme la SNCF, comme la grande distribution, voilà. Et puis, on s'est diversifié et on a aujourd'hui 80 entreprises avec une moitié d'industriels et puis une moitié dans le secteur tertiaire. On représente 13% de la consommation française. Ouais. Voilà. Le mot impact, je pose souvent cette question pour démarrer le grand entretien. Prêt pour l'impact, quel sens vous lui donnez et quel sens les entreprises que vous représentez lui donnent? L'impact, si je vais parler dans le thème de l'énergie, l'impact de l'énergie est absolument colossal, on le sait bien, puisque c'est ce qui fait tourner la machine. Donc sans énergie, il ne se passe pas grand-chose, on ne produit rien, on ne se déplace plus, enfin voilà, tout ça vous le savez très bien. Et l'impact que nous, on cherche à avoir, c'est essayer, d'une part, on a deux impacts qu'on cherche à avoir. Le premier, c'est essayer de convaincre les pouvoirs publics que l'énergie est indispensable pour nous, qu'on ne peut pas jouer avec et qu'on a besoin de visibilité. On y reviendra bien sûr. On va parler des tarifs et de la réglementation, bien sûr. Et le deuxième impact qu'on cherche à avoir, c'est un impact interne, parce qu'on essaie de faire grandir nos acheteurs, puisque ce sont des sujets... les marchés de l'énergie sont extrêmement complexes. Chaque année, on rajoute des couches de complexité. Et on a besoin d'être ensemble pour... comprendre comment ça marche, s'inspirer de ce qui se fait de mieux. Donc voilà, c'est un peu ça l'impact pour nous. Et puis il y a la question des enjeux de décarbonation, évidemment, qui sont liés dès qu'on parle d'énergie. Je crois que vous dirigez la société Aven Conseil, vous l'avez créée en 2015, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ces enjeux, alors 2015, c'est les accords de Paris. Est-ce que ces enjeux-là, ils ont pris beaucoup plus de place ou est-ce que finalement ça reste un peu marginal? Non, c'est pas marginal du tout. Ça a vraiment pris beaucoup de place Ouais. parce que toutes les entreprises ont leur propre trajectoire de décarbonation. Ouais. Et donc, comme nous on parle d'énergie, la décarbonation, c'est principalement de passer d'une source d'énergie à une autre. Parce que donc de l'énergie fossile à une énergie ça, c'est passer du fioul, de l'essence, du gaz quand on peut, à l'électricité. C'est principalement ça pour nous, la décarbonation. C'est aussi l'efficacité énergétique. Bien sûr. Mais ça, vous imaginez bien que les industriels, ça fait longtemps qu'ils ont cherché à optimiser leur process. Donc c'est plutôt aujourd'hui changer leur façon de produire. Et puis, la décarbonation, c'est aussi le moment où vous produisez. On va revenir dessus, mais vous émettez pas autant de carbone selon l'heure à laquelle vous produisez. Oui, effectivement. Avec la question d'une décarbonation, du rythme de la décarbonation et de ce que ça représente en termes de coûts pour les grandes entreprises. Est-ce que c'est deux objectifs un peu contradictoires ou pas forcément? En partie oui, en partie non. Oui. Il pourrait ne pas l'être si on avait les bons signaux politiques, les bons signaux de prix. Il pourrait l'être moins. Par exemple, si on avait la possibilité d'avoir un prix stable de l'électricité et qui soit compétitif sur la durée, on serait plus incité à investir. Parce qu'évidemment, quand vous êtes une entreprise, un industriel qui chauffe ses process avec du gaz... c'est des machines qui coûtent très cher, qui mettent des années, parfois des décennies à être amorties. Et au moment où vous allez décider de passer sur un nouveau matériel, disons un matériel électrique, vous vous posez la question d'une part du coût initial du matériel. Donc là, l'État essaye d'aider un petit peu. Parfois, il y a des appels d'offres, il y a des choses qui aident à l'investissement initial. En revanche, ce qu'il n'y a pas, c'est la garantie de quel sera le prix de l'électricité dans les 20 ans qui vont venir, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'on a eu une crise il n'y a pas très longtemps et que les prix ont littéralement flambé. Et tout le monde a ça en tête. Ça veut dire que quand un décideur se dit « bon, je vais électrifier », oui, mais bon, ok, aujourd'hui, l'électricité n'est pas chère, mais enfin, en 2023, elle était absolument hors de prix. Qu'est-ce qui me garantit que ça va pas 2032, recommencer ? ça ne va pas recommencer. Eh bien, en fait, rien du tout, et encore moins qu'avant, puisque... à partir de 2026, il y a la fin d'un dispositif qui nous protégeait partiellement. Voilà. On va en parler tout de suite. Je voudrais dire un mot, parce qu'il y a, on va beaucoup parler de réglementation, d'action gouvernementale. Il y a eu notamment le fait d'identifier, de cibler les 50 sites industriels les plus émetteurs. Oui. Pour agir sur ces sites. Un, est-ce que vous trouvez que la démarche était judicieuse? Et deux, comment ça se met en place? Non, la démarche est judicieuse. Mais même pour ces sites-là,
Non, la démarche est judicieuse, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais même pour ces sites-là, les grands électro-intensifs, puisque c'est de ceux-là dont on parle, ont également, et peut-être plus que tout le monde, besoin d'un prix d'électricité qui soit extrêmement compétitif, extrêmement stable, parce que eux, non seulement ils ont besoin d'avoir une électricité pas chère pour pouvoir amortir leur nouvel équipement, mais ils sont en plus en concurrence internationale permanente avec des zones du monde où on n'a pas inventé l'usine à gaz qui représente le marché de l'électricité, excusez-moi pour le mauvais jeu de mots, d'une part, et puis d'autre part, parfois il y a des moyens de production qui sont très abondants. Je pense au Canada avec l'hydroélectricité, par exemple. Vous voyez, donc on est face à des zones. Donc c'était très bien de faire cette priorité, mais il ne faut pas oublier le signal prix. Et puis il ne faut pas oublier tout le reste de l'industrie, parce que la décarbonation, ce n'est pas que les 50 premiers, c'est tout le reste. Évidemment. Avec donc ce changement qui est intervenu là au 1er janvier, avec l'Arenh, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, alors qui est remplacé par le VNU, versement nucléaire universel. Déjà, qu'est-ce qui change ? Alors déjà, on passe d'un sigle incompréhensible à un autre. C'est ce que j'allais vous dire. C'est le point positif. Oui. Alors peut-être, je vais vous dire ce qui change. Alors déjà, l'Arenh, c'était quoi ? Très vite. Allez-y, oui. Ça sera bientôt du passé, c'est encore du présent, donc j'en parle encore. L'Arenh a été beaucoup décriée sur les réseaux sociaux, etc. Il y a du vrai, il y a du faux. Ce qui était vrai, c'est que l'Arenh était un mécanisme artificiel par lequel EDF vendait à son concurrent de l'électricité qu'il ne produisait pas, et que les concurrents, au final, n'avaient pas d'autre valeur ajoutée que de revendre quelque chose ils étaient passe-plat quelque part. D'accord. Donc, et puis, on attendait d'eux de l'innovation. Alors, je ne vais pas les blâmer plus que ça, parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens d'en apporter beaucoup, mais on n'a pas vu beaucoup d'innovation, c'est un euphémisme. Voilà. Par contre, ce qui n'est pas vrai, et ça, il faut le dire, c'est que les fournisseurs alternatifs ont fait passe-plat proprement, c'est-à-dire qu'ils ont transféré aux consommateurs l'avantage du prix de l'Arenh, sont gardés une marge qui globalement était très raisonnable, à part quelques exceptions. Comme je suis consommateur, je suis pas là pour défendre les fournisseurs et je ne me prive pas de les attaquer quand c'est nécessaire. Mais là, je dois reconnaître que l'Arenh a plutôt été transférée de manière transparente, ce qui nous a permis, pendant 15 ans, d'avoir, selon les années, ça c'était un des petits défauts de l'Arenh, entre 60 et 70% de notre électricité à un prix compétitif et connu en avance. Et j'insiste sur la partie connue en avance. Bien sûr, c'est ce qu'on a bien compris, c'est avoir la visibilité. Ça, c'était l'Arenh. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on n'a pas un seul dispositif. Principalement, l'Arenh est remplacée par pas grand-chose, tout un tas de petits dispositifs qui sont un peu hétéroclites, si j'ose dire, parce que l'Arenh s'appliquait à tout le monde. Vous étiez particulier, vous étiez la plus grande entreprise de France, vous aviez droit à l'Arenh. Voilà, tout était simple. Et quand vous étiez investisseur, vous saviez que vous investissiez en France avec un prix garanti sur la durée. Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise ou un particulier, vous allez avoir droit effectivement au versement nucléaire universel, le fameux VNU dont vous parliez. Qu'est-ce que c'est ? C'est plutôt un parapluie en cas de grosse crise. Parce qu'en fait, tant que les prix de l'électricité sont pas chers, moyens ou assez chers, il ne se passe rien. Vous n'êtes pas protégé. Il faut atteindre 110 euros. Alors, je ne sais pas si ça parle à vos auditeurs, mais l'Arenh était à 42 euros du mégawattheure. C'est pour refixer les bases. Le coût de production aujourd'hui de l'électricité nucléaire, c'est la Commission de régulation de l'énergie qui l'a calculé, c'est pas moi qui l'invente, c'est 60 euros du mégawattheure. Et EDF sera taxé à partir de 78 euros, mais seulement à hauteur de la moitié de ses revenus. Et pour être taxé à hauteur de 90% de ses revenus, ça sera à partir de 110 euros, c'est-à-dire quasiment 2 fois le coût de production. Ça veut dire que quand vous êtes à 110 euros du mégawattheure, vous avez un gros problème de compétitivité. Et ça n'est que là que commence à se déclencher. Donc en fait, c'est une protection très insuffisante. D'accord. C'est pas du tout de nature, moi je parle avec des gens qui veulent investir en France, c'est pas du tout de nature à rassurer les gens. Bon, vous l'avez dit ici, mais je vais vous citer, les prix sont actuellement abordables. Il n'y a aucune certitude à long terme, car les industriels n'ont pas d'aperçu des prix de l'électricité pour les 15 prochaines années. Comment on peut faire pour donner justement cette visibilité, cette garantie d'un prix sur le long terme ? Alors, il y a une grande confusion des pouvoirs publics. Nous, clés, on n'est pas les seuls, ça fait longtemps qu'on leur dit qu'on a besoin de cette visibilité. Donc on leur dit, on a besoin d'un cadre qui donne un prix garanti, dans lequel les entreprises peuvent contractualiser pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans, selon leurs caractéristiques, parce que beaucoup d'industriels ne savent pas bien ce qu'elles vont faire dans
Dans 15 ans, vous savez, aux clés, on a la société Insect, par exemple, qui était pleine d'avenir. Oui. Malheureusement, on en est très triste, ça s'est pas bien fini. Vous voyez, donc c'est compliqué pour l'industriel. Et ce qu'a prévu le gouvernement, qui est complètement à l'envers, en fait, c'est la possibilité pour nos entreprises de signer des contrats de 15 ans. Par exemple, on a des contrats qu'on appelle des PPA, PPA, et on a des contrats qu'on appelle des CAPN, contrats d'allocation de production nucléaire. Je ne sais pas si on a le temps d'expliquer rapidement. Allons-y. Alors, les CAPN, contrats d'allocation de production nucléaire, c'est un contrat qu'on signe avec EDF, qui vous permet d'accéder à l'électricité nucléaire à un prix proche des coûts de production, sauf que quand vous rentrez dans le détail, vous devez déjà avancer une très grosse somme d'argent. Et puis, le prix de l'électricité, il va dépendre de ce qui est produit chaque année. Donc, en fait, une année où il y a une crise comme en 2022, le prix de l'électricité va exploser et vous aurez une production plus faible. Et c'est des contrats très complexes. Donc, au final, quelques rares entreprises vont les signer parce qu'elles ont la visibilité, les juristes, le savoir-faire. Mais enfin, 99% ne vont pas pouvoir le faire. Et puis, le deuxième type de contrat, c'est les PPA. C'est des contrats par lesquels vous achetez, pour 15 ans aussi en général, de l'énergie renouvelable, solaire ou éolienne, à un prix fixe. On peut se dire, c'est sympa, et d'ailleurs c'est sympa, je ne dis pas le contraire. Le problème, c'est que vous achetez l'électricité à un prix fixe aux heures où la centrale produit, donc aux heures où il y a du soleil. On y revient à la question de l'horaire. Et quand il n'y a pas de soleil, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, c'est là que les prix sont très chers, puisque c'est là qu'il faut des centrales fossiles, etc. Donc finalement, vous garantissez un prix aux heures où de toute façon le marché aura été pas cher, et vous êtes totalement tributaire du marché aux heures où le marché est cher. Donc ce ne sont pas des solutions. Mais alors la solution, ce serait quoi ? La solution, alors il y a une solution que la Commission européenne a rendue possible par la réforme du marché en 2024, qui sont les contrats pour différence bilatéraux. Ça serait quoi ? Ça veut dire vous fixez un prix, disons je ne sais pas si c'est bon, disons 65 €, disons le prix du nucléaire, plus une marge de 5 €. Voilà. Fixons ce prix-là pour être raisonnable. Quand le prix est supérieur à ce prix-là, EDF rétrocède via une tierce partie l'excès de revenus aux consommateurs. En revanche, quand le prix est plus bas, ce sont les consommateurs qui rétrocèdent le revenu à EDF, ce qui veut dire que EDF est certain, et ça c'est très important, c'est un dispositif bilatéral, où EDF est certain d'avoir un revenu sur la durée, donc il peut emprunter moins cher, et donc au final, le coût du nucléaire est moins cher, parce que vous savez que la moitié du coût du nucléaire, c'est le coût de l'argent. Et puis, quand les prix sont très chers, les consommateurs sont protégés. Donc ça serait possible. Ça a été envisagé. Ça n'a pas été retenu parce que la France a eu peur que la Commission européenne impose un découpage d'EDF, enfin des conditions qui ne seraient pas acceptables. Et plutôt qu'aller au combat, qui aurait tout à fait pu être l'objet d'un compromis avec Bruxelles, ils ont préféré choisir une mauvaise solution. Bon, il y a quand même beaucoup d'entreprises, on a commencé à l'évoquer, qui sont dans cette recherche d'une énergie décarbonée. Oui, bien sûr. C'est un avantage pour la France qui a une production d'énergie et d'électricité nucléaire importante. Absolument. Et pour autant, on a le sentiment à vous écouter que les entreprises françaises, elles sont plutôt désavantagées par rapport à leurs concurrentes européennes. Est-ce que c'est vrai ? Alors, en fait, tout dépend si vous regardez... Non, elles ne sont pas désavantagées par la concurrente européenne. Parce que la problématique dont je vous parle, c'est une problématique européenne. D'accord. Elles sont surtout désavantagées par rapport à ce qui se passe dans d'autres parties du monde, au Canada, en Chine, dans beaucoup d'États des États-Unis, etc. À part l'Espagne, les autres pays européens ne sont pas dans une meilleure situation, plutôt dans une pire situation que la France. D'accord ? Mais le problème, c'est que nous, nos concurrents, ils ne sont pas juste à côté, ils sont dans le monde entier. Et donc, effectivement, à très court terme, les prix de l'électricité ne sont pas chers du tout. Ça fait quelques mois que c'est comme ça. Et donc, on en profite. Si vous voulez, nos résultats par rapport à l'énergie sont plutôt bons. Mais on ne fait pas des investissements de 15 ans, encore une fois, sur un marché à 3 mois. Mais ça reste un avantage concurrentiel, l'énergie décarbonée à la française ? Oui, pardon, je n'ai pas répondu vraiment à votre question. Oui. Le fait que l'électricité soit décarbonée, elle est surtout décarbonée grâce au nucléaire, évidemment, c'est évidemment un gros avantage. Faut-il encore, et ça c'est pas si simple, que les gens qui jugent du degré de décarbonation considèrent le nucléaire comme une énergie acceptable. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup d'entreprises clientes, qui n'ont pas encore franchi ce pas. Enfin, pour nous, c'est une évidence que le nucléaire est absolument
acceptable au même titre que les renouvelables. Mais c'est pas intuitif pour beaucoup de gens. Si vous regardez nos voisins allemands, c'est pas encore remonté au cerveau, si je puis me permettre. Oui, parce que le poids idéologique des Grünen, des Verts allemands, est encore important sur la vie politique là-bas. Mais est-ce que ça veut dire que potentiellement, il y a des grands industriels qui pourraient venir s'installer en France, recherchant cette énergie décarbonée, et qui ne le font pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas cette visibilité dont vous parliez sur le prix? Alors moi, je suis persuadé qu'on a tous les atouts pour offrir un prix stable et compétitif, puisqu'on a un parc nucléaire. Alors, il va falloir le renouveler, ça va coûter plus cher. On a vu que la facture était plus importante que prévu. Voilà. Maintenant, si ça s'amortit sur 60 ans, voilà, ça dépend beaucoup du prix de l'argent aussi. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que... Et donc, je pense qu'il y a un potentiel. Il suffit d'un peu de volonté des pouvoirs publics pour mettre en place des règles du type contrat pour différence ou autre. Hein. Il y a d'autres mécanismes. Il y a des mécanismes d'acheteur unique, par exemple, qui existent au Canada. Donc on a le potentiel, il faut juste un peu de volonté politique. Si on parle de flexibilité, la flexibilité électrique, c'est quoi déjà? Alors la flexibilité électrique, c'est super important. Ça l'est encore plus qu'avant. C'est qu'aujourd'hui, comme on a de plus en plus d'énergie renouvelable, et c'est très bien, on a une électricité qui est produite quand il y a du vent, quand il y a du soleil. Ouais. Et puis le reste du temps, c'est le nucléaire qui pallie, et marginalement le gaz. Et comme les prix de l'électricité et l'abondance d'électricité font qu'on a plutôt intérêt à consommer davantage aux heures solaires, puisque, un, on paye moins cher, deux, il y a beaucoup d'offres, et trois, l'électricité n'est pas facile à stocker. Donc il faut que nous, entreprises, et ça c'est aussi notre rôle d'association d'encourager tout ça, on essaye de décaler quand on peut nos consommations vers les heures solaires. Pour ça, il faut qu'on ait les bons signaux de prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos fournisseurs, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais... nous propose des grilles horaires dans lesquelles le prix est le même de 6h à 22h. C'est-à-dire aux heures de pointe et aux heures les plus creuses de la journée. Ça n'a pas de sens. Donc on a démarré une démarche aux clés, on a appelé tous les fournisseurs, qui sont d'ailleurs plutôt intéressés, plutôt partants, pour qu'ils changent ces grilles horaires. On doit aussi modifier les produits sur la bourse, etc. C'est un travail de longue haleine, mais ça vaut pour les consommateurs, citoyens et les heures creuses. C'est pareil, inverser la logique des heures creuses. C'est la même logique. C'est pareil, mais sauf que ce soit vraiment avantageux, de consommer plus quand les centrales photovoltaïques tournent à plein, quoi. C'est ça. Et à domicile, moi j'ai un contrat pleine heure creuse, mais mes heures creuses aujourd'hui, c'est toute la journée. Enfin, mes heures pleines, c'est toute la journée. Mes heures creuses, c'est toute la nuit. Ça va changer. Enedis est en train de changer, mais tout ça prend du temps. Et piloter sa consommation pour la réduire, est-ce que c'est si simple? Non, alors ça dépend. Ça dépend. Alors, la réduire et la décaler, c'est pas du tout pareil. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc moi, je parle plutôt de décaler la consommation, parce que réduire quand vous êtes industriel, c'est plutôt produire moins, ce qui n'est pas vraiment le but. Non, c'est pas simple, parce que ça veut dire que vous devez modifier. Alors, il y en a qui peuvent pas. Quand vous produisez, par exemple... quelque chose qui tourne H24, vous avez du papier par exemple, vous voyez, ça tourne tout le temps, ça va être compliqué de décaler votre consommation. Quand vous avez des process où vous chauffez, vous arrêtez de chauffer, vous chauffez, vous arrêtez de chauffer, là c'est possible. Mais par contre, il faut que vous changiez les grilles horaires de votre personnel, donc c'est long, ça se met en place, et pareil, dans le secteur tertiaire, vous pouvez prendre des bonnes habitudes, allumer votre chauffage aux heures creuses, laisser l'inertie. Il y a beaucoup de choses à faire. Et quand il y aura le bon signal prix, je pense qu'on va pouvoir avancer partiellement, en tout cas. Oui, parce que ce que vous décrivez, c'est quand même des transformations assez structurantes, quoi, pour les entreprises. Donc, si elles font ces transformations, si elles les engagent, il faut qu'elles aient la garantie que les prix on en revient à la stabilité des prix, etc. Alors là, c'est quand même différent. Là, je suis moins pessimiste. Enfin, j'étais pas pessimiste, mais en tout cas, je suis optimiste, là, c'est pour le coup, parce que ce qui est sûr, c'est que le soleil, il ne va pas changer d'horaire pour briller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, globalement, prendre des habitudes de consommer... c'est sur les prix qu'on vous garantit. Non, mais globalement, si vous voulez, sur les marchés, on sait que dans les années qui viendront, il y aura de plus en plus de panneaux solaires en Europe, et donc les prix vont plutôt baisser encore par rapport à aujourd'hui. Donc, on est à peu près certain que dans les 10, 15 ans, 20 ans qui viennent, cette tendance sera toujours là. Donc, on peut s'organiser dans la durée. Il y a des mécanismes, par exemple, les mécanismes d'effacement. Alors là aussi, je veux bien qu'on commence par définir de quoi on parle et puis ensuite voir ce qu'on pourrait éventuellement améliorer. Le mécanisme d'effacement, c'est un mécanisme par lequel vous vous engagez. Typiquement, ça existe en hiver quand il fait très froid. Vous vous engagez
à être capable de décaler vos consommations de pointe quand le gestionnaire de réseau RTE vous le demande. Donc, vous signez un contrat avec RTE via en général un agrégateur qui regroupe toutes les entreprises capables de s'effacer. Il dit voilà, moi je suis capable, je dis n'importe quoi, 10 fois par an, de 8h à 15h, de décaler ma consommation, enfin de 8h à midi, je suis capable de la décaler de midi à 16h en partie. Je suis capable de décaler par exemple 3 mégawatts. En échange de quoi, je suis rémunéré, même si finalement je ne suis pas appelé. Donc j'ai une prime fixe. Et si je suis appelé, j'ai une rémunération supplémentaire, ce qu'on appelle la part variable. Donc ça, c'est assez intelligent comme système, ça marche plutôt bien. Mais le problème, toujours le même, c'est que la manière dont vous êtes rémunéré, c'est un marché. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, le taux de rémunération va complètement changer. Ce qui veut dire que là aussi, quand vous devez mettre en place des process compliqués pour vous effacer, que c'est rentable l'année 1, mais pas du tout l'année 2, ça dissuade un peu. Donc là aussi, on demande un peu de stabilité sur le niveau de rémunération. Mais l'effacement est quelque chose d'assez intelligent. Ça dépend systématiquement des pouvoirs publics, d'une décision gouvernementale. Vous voulez dire le niveau du prix ? Non, c'est un marché. Ce que vous décrivez, c'est-à-dire la capacité à avoir de la visibilité, à avoir un prix suffisamment stable, etc. Oui, bien sûr, c'est des décisions politiques, tout ça. Ouais. Bien sûr. Et donc, quand on est dans une période d'instabilité gouvernementale comme celle qu'on a vécue depuis 18 mois, il se passe pas grand-chose. On a quand même. Ça veut dire que vous n'aviez plus d'interlocuteurs, par exemple ? On avait nos interlocuteurs, on va dire, techniques à la direction, à la DGEC, Direction Énergie Climat, Direction Générale des Entreprises, à la Commission de régulation de l'énergie. Ces gens-là restent en place. Par contre, les cabinets ministériels, vous savez aussi bien que moi qu'ils ne restent pas très longtemps, donc ils ne vont pas s'engager sur des réflexions de long terme, ils gèrent le court terme. Par exemple, on attend... Alors on est où ? On attend encore la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, où il y a eu un décret... Elle a été censée sortir avant Noël. C'est quand même important de savoir quel est l'objectif de part de renouvelables, de nucléaire. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, enfin je pourrais, mais ce n'est pas le sujet. Normalement, ça devrait... Alors ça, ce n'est pas que la faute du gouvernement, c'est que les députés n'arrivent absolument pas à se mettre d'accord. Et moi, je le regrette vraiment, parce que s'il y a un sujet dans lequel il devrait y avoir un compromis national, c'est bien l'énergie, parce que c'est des décisions à 60 ans. À 80 ans, même si on parle de nucléaire. Donc on sait bien qu'on aura 12 ou 20 ou 60 alternances dans cette durée-là. Donc je regrette vraiment que tout le monde reste dans ses positions Mais fermes. À quel point ça vous freine ? Alors nous, le fait de ne pas avoir une programmation pluriannuelle de l'énergie, ça ne nous freine pas à court terme. Par contre, ça ne nous donne pas de visibilité sur, si vous voulez... Selon la nature du parc qu'on va avoir, est-ce qu'on aura un parc très renouvelable, très nucléaire, etc. On manquera de visibilité sur la structure de prix qu'on aura à l'avenir. Pour nous, c'est important. Comment vous imaginez l'avenir du mix énergétique français ? Parce qu'on a vu, là, il y a effectivement des projets de nouvelles centrales nucléaires qui vont... coûter beaucoup plus cher, mais vous nous dites que ça sera lissé sur la durée. On voit aussi qu'il y a une notion d'acceptabilité sur les renouvelables, notamment sur l'éolien. Alors, je comprends. Je vais vous donner ma vision. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas se dire que aujourd'hui, on constate qu'effectivement, l'électrification prend du retard. J'en suis pas surpris, puisque je vous dis, il y a beaucoup d'obstacles à s'électrifier. Mais certaines personnes disent, dans ce cas-là, c'est peut-être pas la peine de se presser à développer du nouveau nucléaire. Et ça, c'est une erreur monumentale, parce que vous investissez pour une centrale qui va voir le jour dans 15 ans, et qui va durer, si on l'espère, 60 ou 80 ans. Donc c'est évidemment pas la vision de court terme. Dans 15 ans, il y aura déjà eu une crise, une baisse de marché, une nouvelle crise. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut évidemment compenser le nucléaire existant qui va petit à petit s'éteindre, même si c'est dans 30 ou 40 ans, par du nouveau nucléaire. Donc là, il est impératif pour nous de développer déjà 6, puis 8 de plus, et probablement encore davantage centrales nucléaires. Concernant les renouvelables, je pense qu'il faut également poursuivre à une vitesse raisonnable, parce que quand vous avez trop de renouvelables, vous commencez à avoir un nucléaire qui module trop, et qui du coup s'use davantage, en tout cas le rapport que EDF doit produire le dira, mais surtout qui coûte plus cher, puisque vous avez des prix fixes qui s'amortissent sur moins de consommation. Donc il y a un juste équilibre à trouver. Pour autant, le renouvelable reste une option sûre, parce que quand le nucléaire, et on a vu que ça pouvait arriver, a des difficultés,
des fissures et autres, c'est bien de ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier. Donc nous, on est absolument favorable à un développement harmonieux de ces différents types de production. Dernière question sur les infrastructures. Est-ce qu'elles sont adaptées à une électrification massive de nos usages? Alors, elles vont l'être, parce que vous avez vu que RTE et Enedis ont un très ambitieux programme de développement de leur réseau, qui va d'ailleurs nous coûter cher. Mais ça, c'est des dépenses qu'on accepte bien volontiers, parce que c'est pour le bien collectif, il n'y a pas de souci, ce qu'on appelle le TURP va augmenter. Donc oui, c'est conçu évidemment pour pouvoir s'adapter à ce nouveau parc. Mais là aussi, faut-il encore connaître ce qui va se préparer pour que RTE et Enedis puissent commencer à sortir les pelles, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup, Franck Rubanovic, et à bientôt. Merci à vous. Sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup tout de suite.